Bonsoir, bienvenue dans Classé 18+, salut Madoc. Ça va, la pêche? Ouais, nice. Bon, alors pour ce 18+, on a un contenu extrêmement hétéroclite, vous allez voir, on part dans tous les sens, on va toucher à un gros blockbuster, on va parler un petit peu de création et de machinima, on va faire du 3 minutes pas plus, genre qui est épatant, donc vous allez voir ça tout de suite avec le sommaire. On commence ce Classé 18+, avec une avant-première sur Yakuza 4. On enchaîne avec un reportage consacré à un machinima appelé Trashmaster. Suivi d'un 3 minutes pas plus, bien. Et on terminera avec la critique du très attendu Killzone 3. Mais tout de suite, les news. Nouvel opus de la série de simulation militaire de Codemasters, Opération Flashpoint Red River, abandonnera l'île de Skira, convoitée par la Chine de Dragon Rising, et se déroulera au Tadjikistan, où l'on suivra un groupe de Marines américains. Ce n'est pas la seule nouveauté du titre qui s'annonce très riche de ce côté. Les développeurs ont choisi d'écouter la communauté des joueurs et ont décidé de remanier le système d'ordre et l'inventaire, tout comme les combats au corps à corps. Notons également l'apparition d'un mode coopératif à 4 joueurs et un système d'amélioration qualifié d'inédit. Les nouveautés sont donc au rendez-vous et Red River semble être plus qu'une simple copie de son prédécesseur. Le joueur aura le choix entre 4 classes différentes, comme le fusilier que la vidéo présente, et gagnera de l'expérience durant l'aventure, lui permettant d'acquérir de nouvelles armes et compétences. Même s'il sera plus accessible que le volet sorti en 2009, Codemasters n'a pas l'intention de sacrifier le réalisme des situations, marque de la fabrique de la série. Quoi qu'il en soit, nous aurons l'occasion de nous faire notre propre avis sur ce titre dans 2 mois, sa sortie étant prévue pour le 21 avril. Despite the fact that the insurgents always find themselves outthought and outfought, they keep on coming. And it's almost as if each one wants to see for himself if the stories are true. You know, could there really be such a proficient fighting machine set loose upon them? But I ain't no fool. Alright, this ain't no movie. That naive kid grew up. Alright, I'm not blind to the world around me, and just because I laugh at danger doesn't mean I think it's a joke. I know I'm not invincible. And while a single bullet can't end the world, one can most definitely end mine. Tajikistan is a tricky place, but I have the benefit of experience. I tell my men all the time, I'm not a doctor, but I am in the life-saving business. It's my responsibility to use the knowledge that I've gained to help my Marines accomplish their mission with honor and leave here in one piece. Well, I figure a man with a gun is a threat, and a man with a gun and a plan is lethal. I believe in having a plan. And trust me, I got the gun part covered too. Le nouveau jeu des Français de Kiloton Entertainment, The Cursed Crusade, se dévoile un peu plus à travers un nouveau trailer qui sent bon les épées et le sang. Dans l'Europe médiévale du XIIe siècle, vous contrôlez Dens, un templier, et vous vous battez pour le salut de votre âme. Pour cela, vous devrez aller dans de nombreuses cités et tuer des ennemis, tout simplement. Ce jeu d'action-aventure s'annonce très violent et sanglant, avec plus de 100 coups et près de 130 armes. Vous aurez également la possibilité de devenir plus fort et de développer de nouvelles capacités, tout cela aux dépens de votre humanité. Jouable à 2 en local ou en ligne, l'autre joueur contrôlera dans ce cas Esteban, un mercenaire. The Cursed Crusade est prévu pour l'été 2011 sur PC, Xbox 360 et PS3. Continuant sa politique visant à offrir de nombreux DLC, Ubisoft annonce pour début mars la sortie d'un nouveau contenu pour Assassin's Creed Brotherhood intitulé La disparition de Da Vinci. Ajoutant de nouvelles missions et de nouveaux lieux au mode solo, ce DLC inclura également du contenu multijoueur avec 2 modes, escorte et assassinat, une carte et 4 personnages. Annoncé pour début mars, espérons que ce DLC soit à la hauteur du jeu originel. Sorti il y a quelques mois sur PS3 et Xbox 360, Assassin's Creed Brotherhood débarquera sur PC le 17 mars prochain, après avoir gagné de nombreuses récompenses, notamment celle du meilleur scénario de jeu vidéo, décerné par la Writers Guild of America.
Pour s'excuser de son retard, Ubisoft inclura dans chacune des 4 éditions du titre 3 DLC. Abstergo Project Update 1.0 et 2.0, ainsi que le futur, la disparition de Da Vinci. En plus de la version simple du jeu, 2 éditions collector différentes seront disponibles en magasin. L'édition Auditory inclura un set de cartes des personnages du mode multijoueur, le DVD Assassin's Creed Lineage, regroupant 3 courts-métrages autour d'Ezio et sa famille, ainsi qu'une armure et une mission bonus. L'édition Codex bénéficiera du contenu de l'édition Auditory, sans oublier une carte de ROM, un codex écrit par Altaïr, le héros du premier volet, un DVD contenant de nombreux bonus comme l'OST du jeu, ainsi qu'une mission bonus pour le solo et un personnage supplémentaire pour le mode multi. Enfin, l'édition Deluxe Digital, sortant uniquement en dématérialisé, aura en bonus Assassin's Creed Lineage, des bonus comme la bande-son et le contenu multijoueur et solo de l'édition Codex. Vous l'aurez compris, Ubisoft s'est donné les moyens nécessaires pour que les PCistes n'aient aucune excuse pour ne pas craquer, pas même celle du DRM trop strict, puisqu'il ne sera plus nécessaire d'être constamment connecté à Internet pour jouer. Reste à savoir si la mouture PC est aussi bonne que les versions console. Réponse le 17 mars prochain. If that man entered my city, I know exactly how I would welcome him. He's here. The man who made us murderers. Jusqu'à présent, on avait surtout entendu parler du mode solo du nouveau bébé des créateurs de Painkiller, Bulletstorm. Il est maintenant temps de découvrir la partie multijoueur du titre, qui s'annonce beaucoup plus chiche que le solo. Le seul mode disponible est intitulé Anarchy. Reprenant le principe du mode Horde de Gears of War 2, 4 joueurs devront survivre à des vagues d'ennemis, sur des maps réduites, seulement au nombre de 6 d'ailleurs, tout en tuant avec le plus de style possible. Et qui dit mode coopératif, dit kill coopératif. Vous pourrez infliger une double pénétration à un ennemi en lui tirant dessus à plusieurs, ou des doubles doses si vous le frappez en même temps. Même s'il a l'air assez restreint de par l'absence de deathmatch, le mode multi de Bulletstorm s'annonce très fun, tout comme le mode solo. Mais est-ce suffisant pour tenir en haleine un joueur pendant des heures? Réponse dans 15 jours avec la critique 18+. Kill you, Prey. You really need a breath mint. General Serrano. Think for a second, boy. You kill me, no jump ship home. We were all dead men anyway. Just had to make sure we didn't go to hell alone. Varel. That was a giant group decision you just made for us. Doc. Don't think we're gonna get off this planet, Gracer. Ishi. This is what Serrano wants. He is manipulating you. For myself. Then if I expire, you have failed your last bid for redemption. I'm coming for you, Serrano! You ain't worth any last words. The sudden plunge in the sullen swell. 10 fathoms deep. On the road to hell! Sorti en 2001, American McGee's Alice était une adaptation du célèbre livre de Lewis Carroll dans une version beaucoup plus macabre et sanglante et avait marqué pas mal de joueurs grâce à son gameplay et son univers. 10 ans plus tard, la suite intitulée Alice Madness Returns est enfin officialisée après des années de rumeurs et de spéculations. Même si les détails sont peu nombreux, on peut déjà s'attendre à un univers toujours aussi sombre et déjanté et à un mélange de plateforme et de puzzle où utiliser les pouvoirs d'Alice sera nécessaire pour progresser. Prévu pour 2011, nous avons encore le temps de voir si, 10 ans plus tard, la licence est toujours aussi bonne. Voici maintenant le premier trailer de Battlefield 3. Après 2 bad compagnies renouvelant la série grâce à une bonne dose de second degré, DICE revient à une ambiance 100% militaire, dont nous vous laissons voir les premiers instants de gameplay en vidéo.
Vous avez fini Dead Space 2 de fond en comble, récupéré tous les bonus et dominé le jeu en mode fou furieux? Réjouissez-vous car Electronic Arts vient d'annoncer un nouveau DLC intitulé Severed. Vous incarnerez Gabe Waller, un des personnages de Dead Space Extraction, pour 2 missions indépendantes en solo. Équipé d'un fusil d'assaut amélioré qui devrait faire fureur dans les cours de récré, Gabe devra bien évidemment affronter des hordes de monstres à bord de la Méduse, avec en prime le retour du Twitcher, un des ennemis les plus mémorables du premier volet. Débarquement prévu le 1er mars sur Xbox 360 et PlayStation 3 au tarif de 7€, soit 560 pour Microsoft. Gabe, you're scaring me. Don't argue, just get to our shuttle now. This isn't happening. It can't be happening. Get out of there now! Oh, God. Maxine, do you hear me? Gabe? I can barely hear you. C'est désormais officiel, Gears of War 3 sortira le 20 septembre prochain sur Xbox 360. Annoncé comme le point final à la saga Epic Games, le jeu débute 18 mois après la fin de Gears 2. Microsoft a aussi annoncé la bêta multijoueur public de Gears 3 pour courant avril. Sachez d'ailleurs que le jeu inclura, outre une campagne solo jouable à 4 en coop, de nouveaux modes multijoueurs tels que le Beast Mode. Dans ce dernier, il sera possible d'incarner les créatures de la Horde Locust. On nous promet aussi des maps incroyables telles que Trenches, qui mettent en scène une tempête de sable réduisant la visibilité des joueurs au fil de la partie. Enfin, de nouvelles armes et mises à mort dédiées feront leur apparition comme la charge à la baïonnette, le Lensor rétro, le fusil à canoncier ou le one-shot qui perfore tout. Bouclier, abri, ennemi, tout. Vivement septembre donc, et puis avril aussi, histoire de s'entraîner un peu. Alors que tout espoir semblait définitivement perdu, Dead Island vient de refaire surface avec ce sublime trailer. Annoncé au printemps 2005 et initialement prévu pour sortir fin 2006, son développement chaotique a eu raison de la ponctualité de Techland, le studio polonais à l'origine du projet. Et après 3 ans de silence, alors que Dead Island semblait définitivement mort, un comble pour un jeu de zombies, une avalanche d'informations accompagne cette spectaculaire bande-annonce pour fêter la résurrection de ce titre très prometteur. Vous incarnez un touriste voyant ses vacances gâchées par une invasion de zombies sur l'île de Banoi, lieu paradisiaque situé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où vous avez eu la mauvaise idée de partir vous relaxer. Ce survival horror à la première personne mettra l'accent sur des combats au corps à corps particulièrement violents, où les joueurs fabriqueront leurs propres armes et la coopération jusqu'à 4 joueurs. Signalons également la présence d'un monde ouvert et de nombreux éléments de RPG, comme la customisation de son équipement et de son personnage, avec plusieurs classes et compétences à la clé. Utilisant le tout nouveau moteur du studio, le Chrome Engine 5, les premières images laissent augurer du meilleur quant à la qualité des environnements du jeu. Vous l'aurez compris, tous ces éléments ne peuvent que nous enthousiasmer et nous faire attendre impatiemment la sortie de ce jeu prévu courant 2011, en espérant que cette fois, les développeurs soient à l'heure. Mais trêve de bavardage, savourez plutôt ce magnifique trailer, comme nous aimerions en voir plus souvent.
avant d'attaquer avec l'avant-première de Yakuza 4, un petit mot quand même sur un trailer qui n'a pas dû passer inaperçu, celui de Dead Island. Vous l'aviez peut-être déjà vu sur internet. Vous seriez d'ailleurs pas les seuls, je crois que t'as pas mal de chiffres à nous balancer, Médoc. C'est un phénomène. Des chiffres que peut-être vous connaissez. Le trailer de Dead Island, c'est simple, il a fait, comme on dit dans le jargon des émissions classiques, un buzz. Il a fait un buzz, Thierry. Voilà, mais concrètement et plus sérieusement, c'est quoi? C'est plus de 2 700 000 visionnages sur YouTube, c'est plus de 100 000 fans sur la page Facebook en moins d'une semaine. C'est juste hallucinant, ça a été repris par des personnalités du cinéma, du jeu vidéo. Donc par exemple, on a Kojima qui a balancé le trailer sur son Twitter, on a également Zachary Levi, on a Simon Pegg. Donc c'est vraiment un trailer qui a été reconnu un peu partout et qui a fait comme tu le dis, genre un buzz mortel aux États-Unis, où ça a été repris par plein de magazines comme étant genre c'est la première fois qu'on pleurait en regardant un trailer de jeu vidéo. Ouais, enfin, la première fois qu'on pleurait, c'était peut-être la première fois qu'eux ils pleuraient en regardant un trailer de jeu vidéo. Nous, on avait versé des larmes sur le trailer du prochain Devil May Cry. C'est pas faux. Des larmes physiquement, des vraies larmes. Donc voilà un phénomène, donc bon, vous l'avez vu, n'hésitez pas à le revoir, il est diffusé partout. Et en plus c'est assez rigolo parce qu'il y a plein de petites histoires, il y a des tas de gens qui sont amusés à le remonter pour le remettre un petit peu dans l'ordre, puisque tout le monde pigeait pas un petit peu le concept. Donc ça a moins d'impact, c'est sûr, mais ça marche quand même. Enfin, les mecs ont fait avec ce trailer de Dead Island quelque chose de très très puissant, mais du coup, ça leur met la fucking pression. T'imagines, Thierry? Ça veut dire que les mecs, ils doivent se pointer avec un jeu béton. Parce que sinon, c'est à la hauteur de leur trailer. Exactement. Bon, maintenant, voilà, la parenthèse est fermée. On va maintenant passer à l'avant-première de Yakuza 4, donc qui sera critiqué dans 15 jours. Mais là, tout de suite, nos premières impressions. Oi, okiro. Okiro. Sorti au Japon il y a un an presque jour pour jour, Yakuza 4, tout comme ses prédécesseurs, s'est longtemps fait attendre par les joueurs occidentaux. Toujours édité et développé par Sega, vous incarnez comme dans les précédents épisodes, Kiryu Kazuma, ancien Yakuza désormais à la retraite. Mais le héros historique de la saga ne sera plus seul, vous aurez désormais la possibilité de contrôler 3 autres personnages, une première dans la série. Le jeu est divisé en 4 chapitres, un par perso. Le premier est axé autour de Akiyama Shun, un prêteur sur gage confronté au meurtre d'un Yakuza. Vous aurez ensuite la possibilité de contrôler Seijima Taiga, un condamné à mort en fuite, Tanimura Masayoshi, un ancien policier, puis dans le dernier chapitre, Kiryu Kazuma. Les voix japonaises seront conservées dans la version française, ce dont on ne peut que se réjouir, l'ambiance des grandes villes japonaises étant la marque de fabrique de la série. En revanche, les sous-titres ne seront disponibles qu'en anglais, empêchant les anglophobes de goûter aux joies de ce titre. Au niveau graphique, il n'y a pas de grand chamboulement par rapport au précédent volet, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que seulement un an les sépare. Les cinématiques sont toujours aussi belles, les protagonistes sont crédibles grâce à des expressions et des gestes criants de vérité. Mention spéciale à la modélisation faciale, si poussée que l'on peut distinguer énormément de détails, comme de petites rides d'expression. Mais une fois les cinématiques terminées, on ne peut que constater que Yakuza 4 est visuellement daté. Des textures pauvres, des décors et des PNJ souvent similaires, quand on sait de quoi est capable la PS3, ce constat chagrine. Le déroulement du jeu n'a pas changé, on se balade toujours dans le quartier de Kamurocho, inspiré de Kabukicho à Tokyo, où l'on peut rentrer dans de nombreux lieux pour des à-côté toujours aussi variés. Vous pourrez par exemple jouer au bowling, au ping-pong, essayer de gagner une peluche, ou même aller dans des bars à hôtesses qui, contrairement au précédent épisode, seront présents dans les versions européennes. Et comme auparavant, vous vous ferez toujours interpeller dans la rue par des passants ayant envie d'en découdre, ce qui déclenchera un combat. Pas de surprise de ce côté-là, ils sont toujours aussi simples à prendre en main et très agréables à jouer. Les interactions avec le décor sont une nouvelle fois très fun, vous pouvez par exemple achever un ennemi avec une souplesse, le faisant tomber sur une barrière. Le système d'évolution du personnage n'a pas subi de grands chamboulements. Vous gagnez toujours de l'expérience en combattant ou en explorant la ville, pour finalement acheter des techniques toujours aussi nombreuses. Vous aurez désormais 4 personnages à faire progresser, ce qui devrait vous prendre quelques temps si vous voulez atteindre le niveau maximum. Quant au scénario, il a l'air tout comme ses prédécesseurs excellent, et les amateurs de culture japonaise seront aux anges. On notera également l'omniprésence des scènes cinématiques, aussi nombreuses que les phases de gameplay, durant le début du jeu en tout cas. Yakuza 4 semble donc aller dans la continuité du précédent épisode, sans proposer de chamboulement majeur. Jouer 4 personnages avec leur style de combat différent semble néanmoins intéressant, et l'aventure n'en sera que plus variée.
verdict dans 15 jours avec notre critique classée 18+. Bon alors Médoc, Yakuza 4, tu l'attends un petit peu ou pas? J'attends surtout d'exploiter toutes les fonctionnalités avec les hôtesses. C'est tout ce que j'attends. Donc d'un autre côté, tu nous avais fait le même coup avec God of War 3, on attend toujours le showtime. Donc alors Yakuza 4, j'espère qu'il y aura un showtime, voire genre des petites leçons de drague, appliquées Évidemment, au jeu, tout rigoles ça. ou quoi, bien donc sûr. on compte sur toi. Donc d'autant plus que justement dans 15 jours on a la critique donc de Yakuza 4 et un showtime. Est-ce que ça serait pas un message subliminal? Non, c'est juste une idée thématique. Ensuite, je crois qu'il y a plein de spectateurs qui t'envoient des idées. Donc on aura peut-être d'autres d'ici là, mais en tout cas, je pense qu'il y a peut-être l'occasion de faire un petit truc. On fera, quoi qu'il arrive, un petit truc dessus. Après, dans 15 jours, je sais pas. Parce qu'effectivement, vous êtes nombreux en fait à nous envoyer plein d'idées, des liens, tout ça, sur des jeux un petit peu coquins. Donc ça fait plaisir, continuer. Puis Yakuza 4, éventuellement, si ça vaut le coup. Si c'est trop softcore, ça m'intéresse pas. Okay. Bon, là, on passe à carrément autre chose. Est-ce que vous savez ce que c'est un machinima? Non? Est-ce que vous savez ce que c'est GTA 4? Oui? On va vous montrer les deux, là, tout de suite, avec un petit reportage. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Internet. Trashmaster est un machinima, c'est-à-dire un film ou une œuvre visuelle qui exploite le moteur ou les cinématiques d'un jeu vidéo, tels que Halo, World of Warcraft, etc., pour créer sa propre narration ou histoire. Dans le cas Trashmaster, il s'agit d'un long métrage d'action réalisé non pas à partir des cinématiques de GTA 4, mais de l'éditeur fourni avec la version PC. Une création originale donc, ou plutôt un film à gros budget, tourné à l'intérieur de la Liberty City de GTA 4. Mais avant de rentrer dans les détails techniques de cette production, nous allons nous intéresser au parcours de son auteur, Mathieu Weschler. Je suis réalisateur, donc j'ai commencé dans le court-métrage, après une licence de cinéma à Bordeaux. Et du court-métrage, je suis passé à la pub. Donc j'ai fait une vingtaine de spots, des émissions, des documentaires, du making-of. Et je suis arrivé dans le machinima, un petit peu par hasard, je dirais, parce que j'avais vraiment envie de faire un film. J'avais pas les moyens de le faire en vrai. GTA est arrivé pile au bon moment, avec un moteur magnifique, graphique, tout était nickel. Et je me suis dit, je vais faire un film à partir de GTA 4. Comme pour n'importe quel film, la première étape a été de créer un scénario. Donc à la base, j'avais un scénario original donc sur un éboueur. Ça se passait à Paris. Donc le jour, il faisait le nettoyage, les poubelles, et la nuit, il s'attaquait aux méchants, aux voyous de la ville. Et j'ai transposé l'univers que j'avais créé dans Paris, dans New York. Et entre le scénario original et la version new-yorkaise, j'ai vu un petit peu le budget à la hausse. Comme GTA permet de faire un petit peu tout ce qu'on veut, notamment d'un point de vue cascade, j'ai pu justement adapter le scénario à la ville de New York. Donc dans le jeu, c'est Liberty City. Donc on peut dire que c'est une des erreurs quand je revois le film, quand je reprends du recul, c'est que parfois je dis qu'on est à New York, mais sur les plaques on voit que c'est Liberty City, puisqu'ils n'ont pas vraiment appelé ça New York, même s'ils ont reproduit l'architecture. Mais j'ai vraiment essayé de retrouver, grâce à New York, tous les codes du film qu'on peut retrouver dans les polars de Scorsese, dans les films de genre. Puis New York, c'est une ville de toute façon hyper cinématographique. Trashmaster est un film sans dialogue qui utilise une voix off renvoyant aux affranchis de Scorsese. Ce choix par défaut, du fait des contraintes techniques de l'éditeur PC au moment où le film a été réalisé, s'est finalement avéré payant. L'utilisation d'une voix off a en effet permis de structurer la narration. Et donc j'avais ce scénario, je l'ai développé pour New York, pour GTA, et j'ai commencé à écrire selon ce que le jeu me permettait. Donc c'était en fait, j'écrivais des scènes et je voyais si je pouvais le faire dans le jeu. Donc je pouvais pas tout faire, malheureusement. Et la scène de poursuite finale, par exemple, c'était entre 2-3 voitures et le camion dans la version scénario, et là c'est devenu 20 voitures. J'ai détruit tout l'autoroute parce que j'avais cette liberté. Voilà. Une écriture sous influence donc, et une liberté importante, mais néanmoins délimitée par les possibilités de l'éditeur. Mais attardons-nous maintenant sur les différentes étapes de création de Trashmaster. On commence dans la ville. Par exemple, je veux faire une scène où je rentre dans un taxi et je vais rentrer dans le taxi, je vais conduire le taxi et je vais traverser Central Park. Un peu comme dans Une journée en enfer, par exemple. Et bien je vais le jouer en entier et je vais capturer. Alors le problème de GTA de l'éditeur, c'est qu'on peut capturer maximum 2 minutes. Et que la capture est parfois aléatoire. Donc on a l'impression d'avoir fait une séquence d'action de fou,
il faut capturer et appuyer sur F2 à peu près toutes les minutes pour être sûr d'avoir tout, et des fois il prend pas certaines séquences. Donc on capture, et là on pense pas au mouvement de caméra, il faut penser qu'à l'action. Une fois que j'ai fini cette scène, j'ouvre un éditeur dans le jeu, par le téléphone. C'était assez rigolo. On ouvre l'éditeur et là il y a une sorte de petite timeline qui apparaît avec les clips capturés, et on fait un glisser-déposer sur cette timeline de nos clips. Donc là on peut les copier-coller à l'infini. Par exemple, si je copie-colle 100 fois la même capture, le même clip, ça fait que je peux faire 100 plans différents. Donc on a une totale liberté, c'est-à-dire une action qui dure 10 secondes, je peux l'étirer jusqu'à ce qu'elle dure 5 minutes avec les ralentis, tout ça. Donc une fois que j'ai mon clip sur la timeline, je rentre dedans, et là c'est assez basique, mais j'ai des outils. Alors soit j'utilise des vues qui existent, qui ont été créées par GTA, mais alors ceux qui veulent en faire, je recommande pas, parce que ce sont des angles très cascades qu'on voit sur les vidéos sur YouTube ou Dailymotion, des gens qui se filment en train de faire des sauts en moto. C'est beaucoup de grands angles et il n'y a pas cet aspect cinématographique. Alors que justement l'éditeur offre le point de vue, la vue libre. C'est-à-dire que là on choisit son axe, sa focale, son objectif. Donc on peut être focale longue, focale courte, pour ceux qui connaissent un peu la photo. On peut choisir la vitesse, tourner vitesse normale, ralenti, accélérer, faire trembler ou pas la caméra. Et après on crée des mouvements avec des points clés. C'est-à-dire si je veux faire un travelling qui avance vers Nico, vers moi, dans le jeu je vais mettre un premier point clé A ici, un deuxième point clé avec la caméra là, et je fais play, et il comprend que j'ai voulu faire un travelling avant. Un éditeur performant certes, mais néanmoins assez lourd à utiliser, qui n'a cessé d'être amélioré par des modes créés par les joueurs. Faute d'un mode permettant de modifier en temps réel le temps et la météo, Mathieu s'est retrouvé confronté à des problématiques inhérentes à de véritables tournages en extérieur. Par exemple, si je voulais tourner les séquences à 6h du matin dans le jeu pour avoir la lumière particulière que je voulais, j'attendais. Donc bon, je tournais pendant 1 heure dans le jeu avec le temps in-game, et après j'attendais. Bon. Et après je revenais vite à 6h et parfois il pleuvait, alors j'étais non. Donc comme c'est les vraies conditions d'un tournage. Et là il y a les modes qui sont sortis, qui ont été créés par les gamers, tout ça, qui ont permis ils appellent ça des trainers, de tout modifier. C'est-à-dire on peut être invincible, avoir les armes illimitées, munitions illimitées, on peut générer n'importe quel personnage. On a toutes les textures de tous les personnages, on peut générer des objets. Donc si vous voulez jouer un personnage qu'on voit dans la rue, donc il suffit de le chercher dans la liste, et par exemple personnage numéro 384, hop, et on le joue. Et on peut générer des bodyguards. C'est ce que je faisais pour les scènes avec plusieurs personnages, c'est-à-dire ce sont des personnages, je leur donne des ordres. C'est-à-dire, soit tu restes en place, tu m'attaques, tu me regardes, tu t'en vas, tu passes un coup de fil. Donc finalement c'est un peu, je mets en fait des pions. Bon après c'était assez aléatoire, ils tombent du ciel. Donc pour les pousser, pour les bouger, on est obligé de les pousser, en fait, comme dans le jeu. Donc je les poussais, je leur donnais des coups de poing jusqu'à ce qu'ils se mettent au bon endroit, donc c'était assez des fois galère. Voilà, mais sinon on peut faire tout. Aujourd'hui, j'ai vu qu'on pouvait changer toutes les publicités par les vraies qui existent à Times Square. Les plaques de Liberty City, on peut mettre New York City. On peut, si on veut pas le fast-food qu'ils ont créé dans GTA, on peut mettre on peut tout faire. Un travail insensé, nécessitant non seulement d'apprendre à utiliser les outils, de se mettre à jour des dernières améliorations, mais aussi tout bêtement de savoir jouer. Toutes les séquences de ce machinima mettant en scène notre éboueur justicier sont en effet jouées par Mathieu, qui s'il mourait, ce qui lui est arrivé des milliers de fois, devait se retaper toute une course-poursuite par exemple. Dans la poursuite avec les policiers, j'étais vraiment poursuivi. C'est-à-dire, je rentrais dans ma voiture, donc qui me servait pour la poursuite. Je me mettais avec le mode 5-6 étoiles pour avoir un max de policiers à mes trousses. J'attendais 30 secondes et là, ils arrivaient tous. Donc je démarrais et ils me suivaient. Et donc parfois, comme ils sont complètement fous, que le moteur et la physique du moteur est assez spéciale, c'est-à-dire que les voitures décollent parfois. Donc j'étais là, oh là là, il y a eu un truc de fou. Je capturais tout le temps. Et après, je regardais les séquences, je les montais, et quand il me manquait des raccords, je jouais les policiers. Donc par exemple, si un policier me faisait une cascade, après, la partie d'après, j'allais me mettre à la place du policier et j'allais par exemple foncer dans une barrière jusqu'à reproduire en fait la même cascade. Et ça fin, il me fallait 30 fois pour arriver à faire la cascade que le policier avait fait. Trashmaster est donc un boulot de fourmi cinéaste hallucinant qui porte aujourd'hui ses fruits et parvient à surmonter par ses qualités les réticences ou l'incompréhension des professionnels du cinéma. Parce qu'un machinima, tout le monde ne sait pas ce que c'est. On espère que ce petit sujet aidera à mieux cerner les contraintes et la créativité inhérentes à ce média hors norme et en plein développement.
D'autant que ce dernier permet à de nombreux jeunes réalisateurs talentueux de se révéler, sans avoir à subir les contraintes budgétaires ou logistiques inhérentes à la réalisation d'un court-métrage, et encore plus d'un long-métrage comme Trashmaster. Alors Thierry, avec tes 3 minutes pas plus, tu nous as habitués à un certain style. À travers ces 3 minutes pas plus, on peut en apprendre un peu plus sur ton personnage, ce que t'aimes, tes goûts, tout ça. Et il me semble que pour celui-là, là, tu t'ouvres totalement. C'est-à-dire, tu montres à la jeunesse c'est quoi ta cam, c'est quoi ton type de jeu. Et j'ai envie de te donner l'occasion de donner le nom du 3 minutes pas plus qui va suivre. Alors, je tiens à préciser quand même que la critique qui suit ensuite, c'est Killzone 3, que j'ai également réalisé. Bon, il est vrai que le 3 minutes pas plus, c'est Hello Kitty Seasons, et je tiens à préciser tout de suite que c'est en fait une espèce, a priori, vous allez le découvrir, d'Animal Crossing. Animal Crossing étant juste un putain d'excellent jeu, quoi. D'accord, donc t'essayes de te rattraper comme tu veux. Ouais, qu'est-ce que t'as contre Hello Kitty? Super FPS, avec du sang et tout. Non, c'est Hello, tu fais Hello Kitty. Non, mais attends, tu es fan de RPG hyper kawaii. Donc s'ils avaient, je sais pas, si Square Enix sort un RPG à partir de Hello Kitty, mais genre excellent, tu vois, c'est les mecs de Level 5 qui le font, c'est tu vois, un pur truc, quoi. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans la merde. Je suis dans la merde. C'est là où je voulais en arriver. Tout de suite, le 3 minutes pas plus. Avouez que comme 3+, on peut difficilement faire plus kawaii qu'un jeu Hello Kitty. Le titre idéal donc pour cette rubrique hors sujet glissée au beau milieu d'une flopée de jeux 18+. Curieusement, et ce malgré sa réputation casual, il s'agit du premier titre développé sur Wii sous la licence Sanrio. Si la petite chatte aux nœuds papillons rouges a déjà sévi à de multiples reprises sur DS, PSP et même DSiWare au Japon, la dernière console de salon Nintendo n'avait encore jamais accueilli Hello Kitty, My Melody, Bad Bad Smaru, Cinnamoroll, Kelloppy et les autres. Hello Kitty Seasons corrige donc cette aberration, cette epic fail même, pour finalement ouvrir grand les portes de la ville Sanrio aux possesseurs d'une Wii. En tant que nouveau venu, appelé par le maire de la ville pour aider les habitants dans leurs petits soucis quotidiens, vous commencez donc par créer votre personnage. Si on vous dit qu'il sera par la suite possible de l'habiller en achetant des vêtements dans les boutiques, cela ne surprendra personne. D'autant plus que l'aventure principale est structurée en saison et qu'il faudra donc couvrir son avatar en conséquence. Au départ guidé par Hello Kitty, le joueur commencera par faire la connaissance des nombreux personnages du jeu pour les aider en récupérant divers éléments comme des pierres, du bois ou encore des fruits, ou en participant à des minigames. Il en profitera du coup pour engranger quelques pièces qui lui permettront d'acheter ses premiers outils, tels une pelle pour creuser des trous, ou encore une scie pour couper des arbres. Jouable à l'aide de la Wiimote seule, il faut maintenir le bouton A appuyé, tout en orientant la flèche devant le personnage pour le déplacer dans le village. Globalement, le gameplay est malheureusement assez mollasson. Les contrôles ne sont guère agréables et les actions à réaliser manquent souvent de lisibilité, l'absence de feedback sonore étant pour beaucoup dans ce constat. Les minigames sont également totalement inintéressants et la réalisation globale du jeu laisse franchement à désirer, un peu à l'image de Pac-Man Party d'ailleurs, une autre licence récemment gâchée sur Wii. La durée de vie semble pourtant au rendez-vous, avec sa maison à décorer, les boutiques et bâtiments à upgrader, les cartes à collectionner et ainsi de suite. L'idée de reprendre les bases du game system d'un Animal Crossing pour l'appliquer à l'univers riche et kikinou de Hello Kitty était pourtant bonne, comme la gestion du rythme des saisons qui viennent modifier les objectifs du jeu ainsi que les minigames proposés. A noter que ces derniers seront d'ailleurs jouables à 4 dans un mode multijoueur dédié, que ce soit en même temps ou chacun son tour. Le problème, c'est que personne à la rédac n'a voulu jouer avec moi. On se demande pourquoi. Non mais c'est important aussi parce que je rappelle le concept de 3 minutes pas plus. 3 minutes pas plus, c'est vraiment, tu vois, c'est un moment de respiration dans Classé 18+. Tu vois, Classé 18+, c'est globalement, tu as des images genre relativement sanglantes, avec des mises à mort hyper gore. Ouais. Non mais je vois la démarche. Tu vois, c'est genre, c'est zen. J'ai compris. C'est une pause, c'est une bulle. Je perçois l'initiative et j'approuve. Je dis simplement que tes 3 minutes pas plus, c'est une manière d'exprimer tes feelings à la jeunesse qui nous regarde. Je trouve ça beau. J'ai pas dit. Je trouve ça beau. J'ai hésité avec Kirby.
Comme mon Kirby a été critiqué évidemment dans 101%, mais je me suis dit bon, on va peut-être prendre un jeu sur console virtuelle, justement pour reparler d'un vieux Kirby, donc du Kirby par exemple de la Super NES, et qui est d'ailleurs excellent. Mais là bon, j'ai quand même privilégié l'actualité parce que l'air de rien, on met en avant des petites productions genre indépendantes, des trucs genre un peu chelou, un peu space, et puis aussi des espèces de blockbusters comme ça, 3+. Voilà. Et le Citizen, c'est un blockbuster 3+. Ouais. Bon, maintenant on va passer à un blockbuster 18+, je crois que vous êtes un peu là pour ça, et c'est Killzone 3 et c'est tout de suite. Au même titre que Naughty Dog, Guerrilla Games est l'un des grands pourvoyeurs de blockbusters exclusifs à la PlayStation 3. Ce qui est plutôt logique, le développeur de Uncharted et Jak and Daxter, appartenant à Sony depuis 2001, Guerrilla Games ayant quant à eux été racheté en 2005. Ce dernier est situé à Amsterdam et existe en tant que Guerrilla depuis 2000, après la fusion de 3 petits studios. Leur second jeu, qui fait suite à Shell Shock NAM 67, n'est autre que Killzone, dont le succès sur PlayStation 2 amène à Sony à mettre la main au portefeuille afin de s'assurer l'exclusivité de leur service. Après Killzone Libération, destiné à la PSP, ils sortent en février 2009 Killzone 2 sur PlayStation 3. Et autant dire qu'à l'époque, le jeu nous avait séduit par sa réalisation exceptionnelle, bien supérieure à la plupart des FPS du moment. Avec cette suite, le studio hollandais s'est plié aux exigences de Sony comme un vrai petit soldat discipliné pour gérer non seulement le PS Move, mais également afficher une compatibilité avec les lunettes stéréoscopiques et les télés 3D. Ils ont également prêté une oreille attentive aux fans de la série pour implémenter quelques nouveautés telles qu'un mode coop, des attaques au corps à corps ainsi qu'un multijoueur développé. Mais commençons déjà par nous intéresser au scénario du jeu. Avancez coûte que coûte! On manque de temps! Attention spoil, si vous comptez faire Killzone 2 avant d'attaquer Killzone 3, on vous conseille de zapper les minutes qui suivent. Seb! Tu vas bien? Non, Rico. Killzone 3 reprend quelques secondes après la fin de Killzone 2, qui mettait en scène la mort de l'empereur Vissari, ainsi que les soldats de l'ISA, Sev Sevchenko, incarné par le joueur, et la tête brûlée Rico Velasquez. Sevchenko! Ravi que tu sois là. Velasquez? Est-ce que tout le monde est là? Et c'est d'ailleurs avec plaisir que l'on retrouvera ces deux personnages au caractère opposé et au langage imagé. Pour Vissari, Laisse tomber. Je rêvais de le buter. Tu l'as pas fait. Non. C'est parce que moi, je suis pas un gros connard. Durant les toutes dernières secondes du jeu, Sev assistait, impuissant, au débarquement en force de nouveaux bataillons Helghast sur leur home planet. Désormais, l'ennemi est dirigé par une entité bicéphale et pas vraiment compatible, l'amiral Orlok et le fabricant d'armes Joran Stahl, doublé en anglais par les acteurs Ray Winstone et Malcolm McDowell. Leur interprétation est de bonne qualité, à la hauteur de la modélisation des visages. Les voix françaises, elles, sont tout à fait satisfaisantes. Mais une nouvelle fois, il faudra faire avec un mixage son pas toujours heureux, les voix françaises étant mises en avant au détriment des bruitages et de l'ambiance sonore en général. Bouge pas, tu ne sentiras rien. Tu ne croyais quand même pas que je vais te laisser calmer? Ceci dit, cela n'enlève rien à la qualité des 70 minutes de scène cinématique, illustrant les rebondissements et les nombreux changements de cadre du jeu, avec le même panache que la superbe musique orchestrale. Comme son prédécesseur, Killzone 3 joue avec un certain brio la carte du spectaculaire et ne lésine pas sur les effets spéciaux, que ce soit in-game ou durant les cinématiques, pour époustoufler le joueur. Dirigez-vous rapidement vers les abris d'urgence. Et c'est souvent en retenant son souffle que l'on suivra l'enchaînement d'actions héroïques de Sev et la Team Alpha. On notera néanmoins que la campagne coop reprend à l'identique le scénario et les personnages du mode solo, sans faire le moindre effort scénaristique pour intégrer le second joueur, qui devra se contenter de jouer les seconds couteaux. Mais ce n'est malheureusement pas le seul problème inhérent à l'intégration de ce mode coop offline. C'est bon, j'arrive! Négatif, on évacue! La base est envahie, allez au point de ralliement! Pour décrire le gameplay de Killzone 3, on aurait pu se contenter de vous renvoyer à la critique de Killzone 2 sur No Life Online. Les deux jeux sont en effet quasiment identiques et reprennent d'ailleurs les bases du petit FPS illustré. On peut donc transporter une arme lourde à la fois, tirer à couvert d'abris improvisés, recouvrer sa santé en se mettant à l'abri durant quelques secondes, courir comme un dératé, lancer des grenades, soigner ses compagnons, afficher sa prochaine destination si on le souhaite, et ainsi de suite. Du classique au bout. Quelques nouveautés apparaissent néanmoins, comme la possibilité de réaliser une glissade pour se planquer derrière un élément du décor, et surtout de réaliser des moves bien gore au corps à corps à l'aide d'une arme blanche ou de ses gros doigts d'assassin professionnel. Ces actions sont dynamiques et varient en fonction de votre position par rapport à votre victime.
Pour revenir au cover system, comme dans Killzone 2, il ne faudra pas s'endormir derrière un abri, ce dernier ayant la fâcheuse tendance de voler en éclats sous les impacts des balles ennemies, lorsque l'ennemi, justement, ne vient pas vous déloger comme un grand pour vous shooter tel une autruche. L'intelligence artificielle des ennemis est toujours aussi bonne et ils exécutent des manœuvres variées, sans jamais lésiner sur les grenades qui pleuvent sans interruption. Du coup, il vaut mieux être sans cesse en mouvement, d'autant plus que les explosions s'accompagnent de débris et autres volutes de fumée qui s'abattent sur les environnements pour vous plonger dans une mortelle semi-obscurité. Plus variées, les unités Helghast adoptent des comportements différents, certaines privilégiant le corps à corps pour foncer sur vous, tandis que d'autres se déplaceront tels de lointains ninjas pour vous sniper à l'autre bout du niveau. Mais les checkpoints aussi nombreux que rapprochés et le fait que vos compagnons peuvent aussi vous soigner lorsque vous êtes au sol permettent aux joueurs les moins adroits de ne pas se sentir trop frustrés. Pour ce qui est des armes, elles sont plus nombreuses, simulent un recul vous obligeant à sans cesse réajuster votre visée ou procéder par petites rafales, et elles se rechargent toujours avec la même lenteur. On appréciera la puissance de certaines d'entre elles, comme le tout nouveau Wasp Launcher, qui balance par rafale des missiles à tête chercheuse en mode primaire et se transforme en batterie d'artillerie portative en mode secondaire. A noter que si cette arme est fixée à un support au sol, elle peut être démontée et transportée. Pour ce qui est des munitions, pas d'inquiétude, des caisses disséminées avec générosité dans les niveaux sont là pour vous permettre de faire régulièrement le plein. Les véhicules sont également plus nombreux et le joueur pourra utiliser dans plusieurs niveaux un jetpack, enfiler un exosquelette, voire piloter une espèce d'énorme brise-glace dans une séquence en semi-pilotage automatique, rappelant furieusement celle du dernier Call of Duty Black Ops. Comme ce dernier, le jeu est relativement linéaire, même si on a moins l'impression de suivre les petits cailloux rouges semés par ses compagnons. Souvent apparents, les scripts n'en restent pas moins spectaculaires, d'autant que les mises à mort des ennemis sont désormais mises en scène de façon très cinématique, à l'image de ces Helghast équipés de jetpacks qui, une fois abattus, partent en toupie pour aller s'abîmer dans les décors. Le coop, demandé par les joueurs, fait aussi son apparition. Malheureusement, il n'est pas possible de se la jouer jump in, jump out, comme dans un Gears of War, un ami ne pourra donc vous rejoindre durant une partie en cours. Il faut sortir du menu et relancer la campagne en mode coop. Autre souci, on ne peut jouer qu'en mode coop local, le online n'étant géré que pour les modes multi classiques. Enfin, on sent clairement qu'il a été intégré à la va-vite. Le jeu ne propose aucune action coordonnée à la Army of Two, et seuls les NPC proposeront les habituelles séquences de courte échelle, le second joueur étant la plupart du temps royalement ignoré de tous. Et lorsque les deux joueurs se retrouvent au sol, il n'est pas rare de devoir attendre de longues secondes son respawn, le jeu considérant que l'on peut être relevé par un partenaire, même lorsqu'il n'est pas là ou mourant à vos côtés. Imparfait, ce mode coop a cependant le mérite d'être là, et le split screen n'affecte que très peu la fluidité et la qualité graphique du jeu, prouvant une nouvelle fois que la PS3 en a dans le ventre. Niveau multi, c'est du solide mais du classique. On pourra ainsi faire évoluer 5 classes de personnages en attribuant des points engrangés en multi pour débloquer des armes et des compétences supplémentaires. L'infiltrateur peut prendre l'apparence d'un membre du camp adverse. Le tacticien déploie des sentinelles. L'infirmier soigne et fournit des munitions, le sapeur construit des tourelles, et le tireur d'élite se la joue Predator. Les amateurs de Battlefield Bad Company 2 ne seront pas dépaysés. Quant aux modes de jeu eux-mêmes, ils sont au nombre de 3. Guérilla, un deathmatch classique, zone de guerre avec ses objectifs tournants qui vont de la traque d'un joueur donné au capture the flag, et le tout nouveau Opération qui mettra en scène vos affrontements à l'aide de cinématiques, histoire de reproduire en multi le feeling de la campagne. Et si les serveurs sont down, comme c'était le cas au moment où cette critique a été réalisée, il sera toujours possible de se faire une petite partie avec des bots. Pour terminer, un petit mot sur le PS Move. Ce dernier sert logiquement à viser, une rotation du poignet permettant de recharger et un mouvement sec vers l'avant, de réaliser une attaque au corps à corps. Correctement géré, le PS Move n'en reste pas moins un gadget, la visée manquant un chouï de précision à mon goût, même si les avis divergent. Question de goût et d'équipement donc. Killzone 3 est une suite efficace avec une poignée de nouveautés bien senties qui ne révolutionneront en rien un gameplay ultra méga classique. Mais il faut avouer que les phases en jetpack ou en exosquelette font plaisir à jouer. Le jeu impressionne aussi par la majesté de ses environnements et la qualité globale de sa réalisation. Killzone 3 est donc bien au FPS, ce que Uncharted 2 est au TPS, une grosse démonstration technique des capacités de la PS3. Un jeu vitrine aussi faisant usage du PS Move et de la 3D stéréoscopique avec efficacité. Quelques petits soucis de finition sont tout de même à noter, mais pourront être corrigés par des patchs qui commencent déjà à tomber. Killzone 3 est un bon FPS qui, sans son contexte SF et sa réalisation de haute volée, ne serait qu'un FPS dirigiste de plus. Périmètre 1, je veux du boulot propre. On suit le leader.
Bon alors, Killzone 3, on a eu l'occasion de faire une petite partie ensemble en coop. Toi, t'en as pensé quoi exactement ? Quel était ton feeling ? Mon feeling, il était... alors, il y avait du positif parce que c'est bien fait, ça pète dans tous les sens, c'est joli, tout ça. Maintenant, il n'y avait pas... au niveau de l'immersion, c'était vraiment... j'ai trouvé ça un petit peu léger. T'avais pas l'impression que le coop, il avait été fait autour de 2 joueurs, tout ça. C'est-à-dire, il y avait le deuxième personnage, si tu veux, il n'avait pas de background. Contrairement à une série comme Gears of War, par exemple, dans laquelle, évidemment, tu as Marcus Phoenix, le héros, tout ça, mais tu as aussi Domi, qui fait un petit peu sidekick, tu vois, mais qui est là, qui a une histoire, qui semble à une femme et des enfants, qui sont morts ou pas, je sais pas. Je sais plus si je spoil ou si c'est déjà arrivé ou si ça va arriver, je sais pas. Mais toujours est-il que tu avais un background pour ce personnage. Donc là, la coop, elle était carrément justifiée. Dans Killzone 3, la coop, t'as l'impression qu'ils t'ont pris la partie solo, ils t'ont coupé l'écran en 2, ils t'ont mis la possibilité de faire ça, et puis voilà, c'est tout. Et donc non seulement, genre ton personnage, le deuxième, genre est complètement absent, genre tu le vois à peine dans les cinématiques, mais en plus, au niveau du gameplay, il y a plein de situations où genre le truc de base dans un jeu coop, c'est genre tu te mets comme ça, genre près d'un mur, et tu fais la courte échelle à ton pote. Là, en l'occurrence, c'est le NPC qui se met comme ça. Alors le premier joueur, il monte, et le deuxième joueur, il a pas le temps de monter que paf, coupure, et tu passes au checkpoint suivant. Et donc du coup, il a toujours l'impression, le second joueur a toujours l'impression d'être un peu à la ramasse, un peu mis de côté, oublié, genre mal aimé, quoi. Ouais, et en plus, autre souci, on en avait parlé avec après la critique de Call of Duty Black Ops, genre bon, le jeu est moins dirigiste quand même que Call of, mais globalement il l'est encore énormément, et moi c'est un truc qui me manque par rapport aux vieux FPS, donc par rapport à des Duke Nukem Forever, à Duke Nukem plutôt 3D, et qui, on espère que Nukem Forever sera bon aussi, et genre où justement tu pouvais t'approprier un niveau, le level design était fait de telle sorte que tu pouvais vraiment passer par plein de chemins différents, t'avais des passages secrets, t'avais plein de trucs à faire. Là dans le mode solo, tu te contentes d'avancer et de shooter des gens, et genre la rejouabilité elle est où ? En plus, t'as même pas des porte-clés à la con à ramasser, etc. Là, t'as vraiment rien. La seule possibilité, en fait, pour se refaire la campagne, qui est déjà super courte, c'est changer de mode de difficulté. Et moi, je me rappelle, genre, justement, Duke, les passages secrets, t'avais aussi, j'ai une anecdote avec Hérétique. Et Hérétique, on s'était amusé, en plus, t'avais un éditeur de niveau qui te permettait justement de modifier parfois certains niveaux. Il y avait un niveau qu'on se faisait avec la rédac de l'époque, et il y avait un passage secret avec une pure arme à l'intérieur, et donc tout le monde y allait. Et en fait, on avait juste rajouté un Minotaur et faire en sorte que la porte puisse plus se rouvrir une fois que t'étais dedans. Voilà. Et donc du coup t'avais plein de petites subtilités, de petits trucs comme ça. Aussi, genre qui faisaient que non, c'était vraiment excellent. Et donc du coup t'es là genre mince, le solo, on a l'impression maintenant que c'est le mode bonus et qu'en fait tout est axé sur le multijoueur qui en l'occurrence est ultra classique. Donc du coup Killzone 3 c'est cool, pas de problème, je vais pas passer un mauvais moment en y jouant, mais je vais pas passer un bon moment non plus, quoi. C'est jamais surpris, genre t'apprécies 2-3 nouveautés comme je le dis dans la critique avec le jetpack, l'exosquelette c'est cool, tu te prends un petit peu pour genre comme si t'étais dans Avatar, quoi, c'est sympa, mais bon, ça va vraiment pas très loin. Donc on espère quelque part avec Bulletstorm par exemple qui sera critiqué dans la prochaine 18+, qui vont peut-être renouveler un petit peu le FPS, nous surprendre, quoi, juste nous surprendre. Voilà. Mais d'ailleurs, donc du coup, ça me permet de dire, il n'y aura pas que Bulletstorm, Thierry, dans la prochaine. Non, il y a d'autres choses. Il y a aussi Knight's Contract et on aura également, bien sûr, Yakuza 4. Avec Showtime, 3 minutes pas plus. On espère Showtime. Et cette complicité que vous retrouvez tous les 15 jours. Oh, c'est beau. On n'a pas besoin de voir de trailer pour pleurer, en fait. Juste regarder 18+. Bon. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.